Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur le chapitre 5 de mécanique, sur le mouvement de particules chargées dans un champ électromagnétique. Alors dans cette vidéo, complément de cours, on va pouvoir aborder le principe physique d'un accélérateur de particules. Nous verrons qu'il est possible d'utiliser de façon alternée un champ électrique et un champ magnétique afin de porter des particules à une vitesse très élevée. La formule d'équivalence énergie-masse, popularisée par Albert Einstein, nous permet d'établir qu'il est possible de transformer une très grande énergie en masse. De ce fait, il est possible, en accélérant des particules à des vitesses quasi-luminiques, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière, qu'on fait ensuite s'entrechoquer, d'atteindre des réactions suffisamment énergétiques pour pouvoir créer de nouvelles particules. C'est notamment le principe du LHC du CERN. Sonder la matière en faisant s'entrechoquer des protons. Deux types d'accélérateurs existent pour cela. Les accélérateurs linéaires, comme celui de Van de Graaff, ou les accélérateurs cycliques, comme le synchrotron ERSF. Le diagramme de droite ou diagramme de Livingstone nous montre le principal problème des accélérateurs linéaires. Ils ne peuvent pas donner une grande énergie aux particules. Pour travailler à grande énergie, il faut alors trouver un moyen de construire des accélérateurs circulaires, et donc de trouver un moyen de courber la trajectoire des faisceaux de particules. Donc maintenant, nous allons faire un bref rappel sur le fonctionnement comment fonctionne l'accélération linéaire pour les protons. Alors, on se place en coordonnées 0 le long d'un axe X, et nous mettons deux grilles entre 0 et D où vient appliquer une différence de potentiel. Donc à partir de là, il y a une différence de potentiel qui est appliquée. Donc on a un champ électrostatique qui est créé. Nous, on va l'appliquer, on va faire en sorte que E0 aille dans les X décroissants. Donc on va venir appliquer, pour le cas d'un proton, E- de masse ME, on va venir appliquer le principe fondamental de la dynamique. Alors, la seule force ici est la force électrostatique. Appliquons le PFD et projetons la force sur l'axe X. Donc on a MA qui est égal à Q fois E, avec Q la charge et E le champ électrique. On sait que l'électron, sa charge c'est moins E, et on a dit qu'en projetant E sur X, on avait moins E0. Donc la masse sur l'accélération est égale à E, la charge électrique du proton, fois E0. On peut en déduire l'accélération E0 divisé par M. En intégrant cela pour avoir la vitesse, on obtient V est égal à E0 T divisé par M plus une constante. On va supposer qu'à l'instant 0, V0 est égal à 0. De ce fait, la constante est nulle et V est égal à E fois T, M. Et donc là, on voit que c'est un mouvement qui est uniformément accéléré, que plus le temps passe à l'intérieur de cette zone accélératrice, plus l'électron va prendre des particules élevées. Et on voit aussi que plus la différence de potentiel est élevée, plus le champ électrostatique est donc important, et donc plus on va pouvoir accélérer les électrons. Or, obtenir des très grandes tensions, c'est un problème. Donc il va falloir trouver une astuce
pour en quelque sorte faire repasser l'électron dans une même zone de tension plusieurs fois pour éviter d'avoir des tensions trop grandes, mais refaire passer plusieurs fois l'électron dans la même zone de tension. Et pour ce faire, on peut penser en fait au principe du cyclotron. Donc, comme vu précédemment, il est très compliqué d'obtenir des tensions très grandes permettant d'accélérer l'électron. C'est là qu'va intervenir le principe du cyclotron. On va utiliser de façon périodique l'accélération linéaire par le champ électrostatique. Donc on voit qu'une fois que la particule est ici, elle va se faire accélérer par cette différence de potentiel entre les deux bornes. Et on va venir appliquer dans les demi-disques un champ magnétique. Ce champ magnétique va venir faire courber la trajectoire et va permettre de renvoyer la particule dans la zone accélératrice. Donc, la particule est de nouveau accélérée. Je vais le faire avec une autre couleur. La particule est de nouveau accélérée. Puis elle est renvoyée dans la zone de champ magnétique. Donc là-bas, la trajectoire est courbée. Puis de nouveau accélérée. Et ainsi de suite. Et donc on va avoir des accélérations périodiques qui vont nous permettre de nous passer du fait d'avoir une grande tension par plein de passages dans une zone à petite tension. Et donc, pour faire tourner ces électrons, on va utiliser le champ magnétique avec donc un exercice, avec un concept qu'on a déjà vu lors des exercices précédents, qui est que la force, la composante magnétique de la force de Lorentz ne modifie pas en fait l'énergie cinétique de la particule, mais vient seulement courber sa trajectoire. Et donc maintenant, en fait, on va montrer par calcul comment la force magnétique vient courber cette trajectoire, et on va en sortir deux grandeurs, le rayon de courbure et la pulsation synchrotron, qui permettent de caractériser cette trajectoire. Donc on va venir appliquer le PFD sur une particule dans un champ. Imaginez, voilà, notre particule est ici. Et on considère qu'on a un champ. Magnétique qui vient pointer vers nous. La particule est dans le vide, donc pas d'autre force qui s'applique. Donc on vient appliquer le PFD donc sur la particule de masse M dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. On va se placer aussi en coordonnées polaires. Alors, on va faire un bilan des forces. Donc, bilan des forces. On va considérer, comme on l'a pu voir dans le chapitre de cours, que le poids peut être négligé par rapport à l'intensité de la force magnétique qui s'applique sur le proton. Donc le poids peut être négligé. Alors, donc la force magnétique, Fmag, elle vient s'écrire QV, donc la vitesse, scalaire B, le champ produit vectoriel B, le champ magnétique. Donc en venant appliquer le PFD, la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures, et aussi en supposant la condition initiale V0, qu'en 0, la vitesse est V0 selon Ux. On a la masse fois l'accélération donc, qui est égale à QV produit vectoriel B. Et là, on va faire en fait un petit rappel de cinématique
pour savoir comment on va venir exprimer d'un côté en coordonnées polaires l'accélération et la vitesse. Donc, rappel de cinématique. On a donc R, donc le vecteur position qui est égal à R selon UR. La vitesse qui est donc égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc D dt R UR qui est égal à, on dérive terme à terme. Hein. Donc on a R UR plus R θ point Uθ. On a le vecteur accélération qui est donc à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc D dt R point, non, excusez-moi, j'ai oublié le petit R point ici. R point UR plus R θ point Uθ. Et là, pareil, de la même manière, on vient dériver terme à terme. Donc on a R point point UR plus R θ, R point θ point selon Uθ plus R θ point point selon Uθ aussi moins R θ point carré selon UR. Donc on considère que le mouvement est plan 1 et donc il n'y a pas de composante selon Z. Et ceci est égal, quand on vient factoriser par UR et Uθ, à R point point moins R θ point carré selon UR plus 2R point θ point plus R point point selon Uθ. Et là donc pour simplifier les calculs, comme on a vu hein, notamment dans le chapitre de cours, on va supposer que la trajectoire est circulaire, constante de rayon R. Et à partir de là, on peut réellement écrire l'équation du mouvement à partir de notre PFD. Et donc je rappelle, comme le mouvement est considéré comme circulaire, hein, on a R qui est constant, et donc quand on vient écrire la vitesse, on a R point UR plus R θ point Uθ, et ça c'est donc égal à R θ point Uθ, comme la dérivée d'une constante, R point est égal à 0, hein, une dérivée d'une constante, ça donne 0. Pareil pour l'accélération. L'accélération, on a grand R point point moins grand R θ point carré selon UR plus 2R θ point plus R θ point point selon Uθ qui est égal à moins R θ point carré UR plus R θ point point selon Uθ. Donc on a au niveau du PFD M moins R θ point carré R point point qui est égal à Q 0 R point 0 produit vectoriel de 0, 0, B. Hein, on considère que le champ magnétique pointe vers nous est égal, donc c'est que en coordonnées UR, QR, θ point B, 0, 0, en appliquant le produit vectoriel. On a alors moins M, R, θ point carré, qui est égal à moins E, Q est égal à moins E, R, θ point B, et donc M, θ point est égal à EB, et donc θ point est égal à oméga 0, est égal à QB, QB divisé par M, et donc EB divisé par M. Donc c'est la pulsation cyclotron qu'on a définie plus tôt,
qui vient caractériser en fait l'oscillation, qui vient caractériser en fait le cercle. C'est à quelle vitesse le cercle est parcouru. Et avec les conditions initiales, on avait V en 0 est égal à V0. Donc c'est R θ point en 0. Et donc R oméga 0. On a alors R oméga 0 qui est égal à Q R B sur M, qui est environ égal à V0, qui est environ égal, excusez-moi, qui est égal par définition à V0. Et donc on peut exprimer que le rayon de courbure est égal à M V0 Q sur R. Et là en fait on se rend compte que plus V0 est important, plus le rayon de courbure va être grand. Et c'est bien en fait ce qu'on voit sur ce petit schéma là. On voit qu'au début l'espacement est important. Et donc plus V0 avance, plus le rayon de courbure va devenir grand. Comme on peut le constater. Donc à chaque oscillation, VR est de plus en plus grand. Très bien. Et donc en conclusion, donc le résultat du calcul précédent nous a permis d'établir la valeur du rayon de courbure de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ magnétique. De plus, on a aussi établi la valeur de la pulsation de cette trajectoire, qu'on appelle la pulsation synchrotron. On remarque notamment que cette pulsation ne dépend pas de la... que la pulsation, ne dépend pas de la valeur de la vitesse de la particule. De ce fait, la particule effectue un cycle dans un temps constant. Et en connaissant ce temps, nous pouvons alors correctement alterner l'orientation du champ électrostatique afin de pouvoir toujours accélérer notre faisceau de particules. En effet, parce que si le champ magnétique la tension entre là et là doit être l'opposé, sinon on va venir freiner en fait la particule. Donc à chaque fois, il faut, en suivant la direction de la trajectoire par laquelle rentre la particule dans la zone accélératrice, il faudra faire varier le signe du champ électrostatique à l'intérieur pour pouvoir correctement l'accélérer. Et donc là, on peut se dire, ok, c'est trop bien, on peut accélérer en fait des particules à une vitesse illimitée. Eh bien non. D'un point de vue de physique newtonienne, on va se rendre compte qu'un grand cyclotron pourrait théoriquement porter des particules à des vitesses supérieures à celles de la lumière. En réalité, avec ce genre d'objet, on atteint les limites de la physique newtonienne. Et on peut comprendre cela avec l'expérience de Bertozzi. Ce dernier a cherché à mesurer la vitesse d'électrons accélérée par des champs de plus en plus puissants. D'un point de vue newtonien, on pourrait s'attendre à une vitesse qui augmente de façon continue, c'est-à-dire en racine carrée de la tension. Et cela, peu importe la tension qu'on applique. En réalité, il a montré que la vitesse de la lumière était toujours une valeur seuil, et que peu importe la tension qu'on y mettait, il était impossible de la dépasser. C'est ce qu'on constate en fait sur le graphique et sur le tableau du bas. Peu importe l'énergie cinétique qu'on fournit à l'électron, le rapport de la vitesse de l'électron sur la vitesse de la lumière va tendre vers 1 sans jamais dépasser cette valeur. Et on va pouvoir en fait comprendre ce phénomène en changeant de paradigme physique, donc c'est-à-dire en passant de la mécanique newtonienne à la mécanique relativiste. La mécanique relativiste a été développée par Einstein, Poincaré et Lorentz et donne en effet cette fois-ci une limite de vitesse pour un corps massique. En effet, la mécanique newtonienne, on peut écrire que l'énergie d'une particule, ça va être 1/2 de mv carré. Et donc, en fournissant en fait une énergie infinie à la particule, on pourrait augmenter V de façon aussi infinie.
En réalité, il est obligatoire d'ajouter aux grandes vitesses, en préfacteur, le préfacteur qu'on appelle le facteur de Lorentz. Et ce préfacteur vient prendre des valeurs de plus en plus grandes au fur et à mesure que la vitesse d'une particule se rapproche de c. C'est-à-dire que plus on communique une énergie cinétique élevée à une particule, plus en réalité la vitesse de la particule va tendre vers 1, mais sans jamais dépasser 1, c'est ce qu'on voit en traçant le préfacteur, enfin le facteur de Lorentz dans un graphe qui exprime Vc en fonction de l'énergie cinétique. Si on fait un développement limité de cette formule, en fait, on va se rendre compte que aux basses vitesses, on a bien EC est égal à 1,5 de mv carré. De ce fait, il est impossible de communiquer par le biais d'un accélérateur une énergie. Il est possible, de communiquer par le biais d'un accélérateur une énergie très grande à une particule, mais il sera toujours impossible de la faire dépasser la vitesse de la lumière. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo complément de cours, et à bientôt.